d'abord, je me présente brièvement. Je suis Michel Battista, donc un vieux pédopsychiatre qui a fait ses études à Marseille et donc qui, depuis 2017, janvier 2017, pour être clair, a pris la responsabilité du centre pédiatrique du psychotraumatisme à Nice, après de nombreuses indélicatesses d'attentats dans la région. C'est ainsi que nous nous sommes affairés dès le départ, et je le dis bien en introduction, sur les enfants jeunes qui m'ont toujours passionné depuis très très longtemps, pour cibler la spécificité sur les enfants et surtout sur les enfants infraverbaux, c'est-à-dire les moins de 6 ans, dans leur spécificité du psychotraumatisme. Puisque on savait que le psychotraumatisme existait, il était apparu dans le DSM-4, enfin le DSM-3, DSM-4, DSM-5, mais bien difficile était celui qui pouvait rendre utile, je dirais, toutes ces informations dans le quotidien du travail du clinicien. Et c'est à ça que nous nous sommes affairés dès le départ dans ce recueil clinique d'informations. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je vais vous présenter le plus brièvement possible l'avancée de nos travaux, en tout cas, que nous avons réalisés dans les spécificités de l'enfant jeune, et notamment dans l'utilisation, comme vous le verrez quand on défilera, sur quelque chose de la sensibilité clinique à croiser sur la symptomatologie des enfants. Un bref rappel pour vous dire qu'on s'est intéressé à la souffrance psychologique post-traumatique des enfants en France notamment seulement dans les années 80, alors que démarrait la prise en charge de la douleur chez les enfants jeunes, c'est-à-dire qu'on pouvait penser que les enfants très jeunes ressentaient de la douleur, contrairement à ce qu'on disait, ils ne l'oubliaient pas. Il en a été de même sur la prise de conscience que c'était la même chose chez la douleur psychique, avec des traces mnésiques. C'est ainsi que la question qui se posait était comment pouvait être mentalisé chez un enfant jeune ce que l'on appelle le carré psychotraumatique chez les enfants dans le TSPT. C'est-à-dire que comment pouvions-nous parler de réminiscence, de souvenirs traumatiques? Comment pouvons-nous parler de symptômes d'évitement, de symptômes physiologiques de réactivité ou d'altération cognitive chez les enfants qui n'ont possiblement pas encore ni la maturité cognitive, ni la possibilité de mettre en mots. Je sais que ce matin, vous avez longuement parlé de l'attachement, mais aussi certainement de sensorimotricité. Et c'est ainsi que notre expérience clinique s'est surtout basée sur quel pouvait être le langage de l'enfant jeune, voire très jeune. Et c'est ainsi que nous avons commencé à penser que l'expérience était notamment préférentiellement sensorimotrice, à travers le goût, à travers l'olfaction, à travers le toucher, à travers le mouvement, à travers l'audition et à travers le regard. Ainsi, on pourrait dire que les symptômes de réexpérience et notamment de réminiscence et réviviscence s'expriment principalement à travers notamment la mise en jeu, J-E-U, et à travers la mise éventuellement en graphe, à travers quelques dessins ou prises en main, mais aussi à travers tous les mouvements corporels. Je pense par là à toute l'hyperactivité psychomotrice ou au contraire l'hypoactivité psychomotrice. C'est ainsi notamment que nous avons vu réellement autour des événements de l'attentat chez les enfants jeunes, voire très jeunes, des espèces de comportements de retrait autistique que certains auraient pu penser à des retraits dépressifs, mais qui étaient réellement des enfants qui se mettaient dans des mouvements de transparence du regard, des mouvements de repli, des mouvements stéréotypés, des régressions avec des réexpériences de perte d'urine, d'oncoprésie éventuellement aussi, de vomissements, de manifestations somatiques. Et je vous donnerai juste un exemple, un tout petit enfant de 2 ans qui n'arrivait plus à manger de chocolat ou de voir du chocolat parce que le soir de l'attentat, il était à côté de notamment le petit magasin de bonbons et de friandises et qu'à ce moment-là, ses parents venaient lui acheter des bonbons au chocolat et à chaque fois qu'il voit du chocolat, il vomissait comme si quelque chose, il y avait une réamorce traumatique, physiologique qui se remettait en acte. Ainsi, nous avons commencé à nous questionner sur la nécessité de réfléchir à une sémiologie spécifique de ce type d'enfant. Les symptômes d'évitement
ont toujours été très difficiles à apprécier, c'est-à-dire l'impossibilité à retourner notamment sur le lieu ou à éviter tout ce qui peut rappeler l'attentat notamment ou tout autre événement traumatique, puisque l'évitement dépend, pour les enfants les plus jeunes notamment, des parents qui eux-mêmes sont ceux qui, oui ou non, peuvent ou ne peuvent pas se remettre au contact de l'événement traumatique ou en tout cas en reparler. Par contre, on s'est rendu compte que quand les parents parlaient éventuellement de l'événement traumatique, l'enfant se mettait dans une position typique qui était la sienne, à savoir soit un repli avec un jeu traumatique, c'est-à-dire un jeu répétitif avec émoussement, c'est-à-dire pas de jeu de plaisir, ou au contraire, avait des excès de colère, de pleurs, ou au contraire, se mettait à dire des grandes bêtises et à s'agiter avec des éclats de rire, comme si l'émotion les empêchait à nouveau de penser. Nous avons aussi eu de grands moments physiologiques de réactivité, notamment dans tout ce qui est problématique de sommeil, qui est une symptomatologie qui est quasi omniprésente chez l'enfant jeune, notamment, qui a vécu un événement traumatique, avec des difficultés d'endormissement, des cauchemars, des réveils nocturnes, mais aussi des impossibilités à se réveiller le matin, ou au contraire des impossibilités à dormir autrement que collé à la personne de figure d'attachement principale, avec des fatigues tout au long de la journée, qui en font des enfants agités, colériques, labiles, insupportables, voire éventuellement avec des micro-siestes en permanence qui de toute façon ont un impact sur ce que l'on appellera les acquisitions nécessaires en âge et à temps correspondant à l'âge chronologique. C'est-à-dire ce sont des enfants qui ne mettent pas en place un développement tel qu'on aurait pu l'attendre chez des enfants qui précédemment n'avaient aucune difficulté. Tout ceci parce qu'ils ont des impacts dans la possibilité d'être présents à l'instant T. Bien entendu, l'altération négative des cognitions est difficile à mettre en mots pour les enfants. Il est parfois difficile qu'ils soient tristes ou qu'ils puissent le mettre en mots. Et c'est ainsi que c'est à nous à utiliser des petits éléments que Michel Dugnat notamment connaît bien par son expérience des enfants jeunes, mais sur la problématique des enfants que l'on peut penser comme étant déprimés à leur manière, c'est-à-dire soit dans l'impossibilité de s'apaiser ou au contraire des enfants en retrait. Et il est vrai que nous avons réellement utilisé régulièrement dans les évaluations l'ADBB qui a été mise en place par l'équipe de Guédenay, Alerte bébé dépression, qui a été d'une grande aide pour continuer dans nos expériences sémiologiques. Nous pouvons dire que dans tous les cas, ce qui est important de retenir, c'est qu'un enfant qui a vécu un événement psychotraumatique, de façon certaine, va avoir un impact sur son développement jusqu'à 50% dans les études qui ont été faites et que nous retrouvons dans notre étude sur les enfants de moins de 6 ans. Ce qui veut dire que le TSPT a un impact sur le développement de l'enfant et se retrouve d'autant plus que l'enfant est jeune, qu'il a été exposé à des traumas répétés, éventuellement des maltraitances, des violences, mais aussi différents types de traumas aigus, un accident de la voie publique, un trauma médical ou d'autres types de violences. Voilà. Et que bien entendu, ceci a un impact sur son pronostic développemental sur du long terme, les études ayant été faites le plus fréquemment, notamment en Chine, et aussi dans les suivis des attentats du 11 septembre. Mais la population la plus jeune est la plus vulnérable, mais la moins étudiée. Et de fait, à chaque fois qu'il y a eu des études, c'est certainement à travers des services spécialisés tels que le nôtre. Donc, il faut bien tenir compte des biais éventuels de ces études. Une seule chose est certaine, et ça, les études l'ont toutes prouvé, quels que soient les événements, c'est que plus il y a d'intentionnalité humaine chez un enfant jeune dans l'événement traumatique, plus il y a apparition d'un TSPT avec impact sur son développement. Ce qui veut dire que la déshumanisation de l'être humain a un impact sur le développement du TSPT chez l'enfant et sur son devenir au long cours. Il est vrai que si on s'arrête un instant sur cette hypothèse, on peut dire que un enfant, quand il est traumatisé, il est quelque part triplement impacté. Un enfant dans sa famille sera impacté à son nom propre. La famille et les figures d'attachement qui sont son environnement proche est lui aussi impacté.
Et la relation parent-enfant est elle aussi impactée. Ce qui veut dire que quand un enfant est victime d'un événement traumatique, on pourrait considérer qu'il est triplement impacté. À ce titre-là, nous pouvons comprendre les incidences différentes par rapport à ce qui peut arriver chez un individu adulte. Les classifications traumatiques, je serai très brève, ce n'est pas l'intérêt principal, si ce n'est pour vous dire que depuis 2016 est apparu le 05, que certains connaissent, qui a été traduit par les équipes de Guédené en 2019 en français, que nous avons utilisé dès le début, nous, pour utiliser la sensibilité diagnostique et clinique pour nos petits-enfants, et dont des 3, je dirais, références diagnostiques, c'est le 05 qui est le plus sensible. Nous avons fait une thèse avec des chiffres qui peuvent vous intéresser, éventuellement les personnes sensibles à toutes ces informations. En tout cas, l'objectif de ces manuels, l'objectif de ma présentation est de se dire que mieux sera évaluer le TSPT chez les enfants de moins de 6 ans, mieux sera la prise en considération du TSPT dans son développement, et plus il sera possible d'affiner les symptomatologies, notamment faibles, fréquemment retrouvées et peu prises en considération, parce que justement faibles, donc souvent négligées par les cliniciens en disant ce n'est pas grave. Mais ça serait là ne pas penser à l'immaturité développementale de l'enfant jeune, qui justement exprime faiblement certains symptômes parce qu'il ne peut pas les exprimer autrement, puisqu'il n'a pas la possibilité de mobiliser ses pensées autrement qu'à travers le corps ou à travers des symptomatologies physiologiques ou éventuellement des manifestations psychosomatiques. Voilà un petit peu les résultats. En tout cas, comme je vous disais précédemment, les symptômes les plus fréquents, les troubles du sommeil, l'anxiété flottante, très difficile à apprécier, l'instabilité psychomotrice, les symptômes d'opposition et de provocation, excusez-moi, et voilà. Ainsi, en conclusion, puisque je ne voudrais pas trop déborder, puisqu'on m'a dit que j'avais 5 minutes, pour conclure, je vous dirais que il est loin de penser, en tout cas dans le service dont j'ai la responsabilité, il me plairait à partager avec vous l'idée que être un clinicien de l'enfant est très spécifique, aussi dans le psychotraumatisme, tant pour le dépistage, le diagnostic et la prise en charge. Actuellement, nous pouvons dire que notre expérience de 4 ans de fonctionnement nous a montré, hélas, que le traumatisme est quelque chose qui parfois est cumulatif, nous en avons encore l'expérience dernièrement, et que l'intérêt des prises en charge précoces est de pouvoir proposer un développement et la protection du développement de l'enfant dans sa famille et aussi dans son environnement le plus proche, à savoir la socialisation. Et aussi prévenir le surimpact, puisque actuellement, nous pouvons dire que plus il y a d'impact traumatique non pris en considération, plus nous risquons de nous acheminer vers ce qu'on appelle les traumas complexes qui, à ce jour, font fréquemment le lit de la psychiatrie adulte, tels que nos collègues d'adultes qui travaillent avec nous peuvent mettre en évidence le lien à ce jour entre de multiples traumatismes égale pathologie psychiatrique à l'âge adulte plus fréquent. Et ainsi, si on pouvait penser à une prévention dans un accompagnement, bien entendu, aucun enfant ne peut être pris en charge sans que sa famille participe, puisqu'on a bien entendu qu'il y avait un triple traumatisme, l'enfant, l'adulte et le devenir de la relation. Je vous remercie parce que je pourrais en parler des heures, mais j'ai voulu faire seulement très peu de diapos de manière à laisser une petite discussion. Je vous remercie. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nathalie Chaulin, je suis la chef de projet du Centre régional de coordination et de formation pour le psychotraumatisme en PACA Corse. Donc, en fait, c'est un... Ah, voilà. Dans le contexte national qui existe en fait depuis plusieurs années,
Étant donné que la sécurité individuelle et collective est mise à mal par la récurrence et encore plus ces derniers temps d'événements catastrophiques de toutes sortes, il a été en fait question, il a été comme une évidence l'importance d'une mise en place d'une filière renforcée aux dispositifs existants de prise en charge du psychotraumatisme, à savoir les CUMP. Et tout ça s'est apparu comme un enjeu de santé publique. Sur le plan régional, donc il y a 2 régions, PACA et Corse, qui sont particulièrement exposées aux situations traumatisantes, que ce soit en termes de catastrophes naturelles, on l'a vu encore récemment par la tempête Alex, les violences conjugales, intrafamiliales, le grand banditisme, les flux de migration. Qui enregistrent parfois des taux records. La ville de Nice qui a été traumatisée le 14 juillet 2016 et qui a été de nouveau soumis à ce même traumatisme dernièrement. Et d'ailleurs, on voit actuellement les consultations aussi bien au CE2P que du côté du CHU de Nice réaugmenter par la réactivation, on va dire, traumatique des actes terroristes, et donc une activité là qui tente à remonter là depuis les attentats de Notre-Dame, et une cellule d'urgence médico-psychologique régionale PACA et zonale Sud qui existe depuis 20 ans et qui est située à Marseille et qui est soutenue via l'écume départementale. Alors, les constats par rapport au psychotraumatisme, c'est et ça reste un problème de reconnaissance précoce et d'une prise en charge du psychotraumatisme qui reste encore aléatoire. Alors tout à l'heure, quand on parlait aussi de la résilience, j'ai envie de dire que cette résilience, le parcours, en tout cas le parcours pour aller vers la reconstruction et la guérison, de ce qu'on peut observer quand même, ça passe inévitablement par l'étape de la reconnaissance la plus précoce possible, de manière à ce qu'il puisse y avoir une entrée dans un parcours de soins signifiant. Il y a une certaine minimisation de l'impact psychique et notamment, on s'en rend compte quand il y a eu impact physique, à savoir que très souvent, quand des personnes sont victimes d'accidents de la route, d'agressions, d'événements violents, ils sont de ce fait dirigés sur les services de soins somatiques pour lesquels ils vont avoir avoir des traitements. Et très souvent, en fait, l'impact psychique est souvent sous-estimé et minimisé, mais voire même par le patient, dont la priorité à ce moment-là est bien son impact physique, et qui demanderait à être repéré beaucoup plus vite et beaucoup plus précocement. Il y a des ruptures trop fréquentes dans les parcours de prise en charge qui sont pour la plupart pluridisciplinaires, qui associent en effet le social, le juridique, le sanitaire. Et on va dire que ce parcours pluridisciplinaire montre à quel point les processus de coordination sont compliqués et ce qui amène très souvent à des ruptures de parcours. Les filières de prise en charge d'urgence et généralistes sont insuffisamment formées au savoir-faire et au savoir-être face à ces personnes victimes. Et on observe aussi une mobilisation très souvent prolongée des CUM par défaut de filières spécialisées d'aval. En dernier point, le constat est aussi au niveau de la psychoéducation qui reste insuffisante au niveau de la population. Donc, à la suite, dans le cadre du plan interministériel d'aide aux victimes de novembre 2017, il y a eu la création en novembre 2018 du Centre national de ressources et de résilience, dont les missions est de développer la recherche de l'enseignement dans le domaine du psychotraumatisme, ainsi que la formation et l'information du grand public à travers des outils numériques innovants. Ce centre national est piloté et porté conjointement par le CHU de Lille,
et l'AP-HP au niveau de Paris. De ce centre national, en fait, ont été mis en place 10 centres régionaux, hein, qui sont les pilotes opérationnels, hein, en charge de la mise en place de processus, hein, qui visent à améliorer l'accès aux structures d'accueil, d'évaluation et d'orientation initiale, hein, de prise en charge selon les contextes, les profils ou les situations géographiques, hein, qui sont censés émettre aussi des parcours personnalisés et efficients. Ces centres régionaux sont chargés d'améliorer la coordination des différents acteurs engagés dans les dispositifs de prise en charge publics et associatifs, hein, et de promouvoir la formation et la supervision des modèles spécifiques de prise en charge adaptés aux profils professionnels et aux situations rencontrées. Alors, ces CRP, le développement de ces centres régionaux et centres nationaux ont des enjeux économiques certains. À savoir que si l'on développe des processus de parcours de soins et de vie individualisés des victimes de psychotraumatisme, qui intègrent également, en tout cas pour le CRP-PACA, une filière spécifique pour les enfants, cela permettrait de diminuer, bien évidemment, énormément de différents coûts, on va dire, qui sont celui du développement des troubles mentaux, des traumatismes complexes, hein, des troubles de comorbidité, hein, des complications tant sur le plan psychique, somatique, social, professionnel et économique à venir, hein, des prises en charge dont on sait qu'elles sont coûteuses et chronophages, hein, pour les praticiens, et diminuer tous les effets d'absentéisme et d'arrêt de travail. Sur le plan des enjeux dans la politique de prévention, hein, on pourrait éviter de se mettre fin, en tout cas, voire à améliorer les problématiques d'addiction, de marginalisation, de difficultés scolaires sous toutes ses formes, de la perte de chance pour les parcours de vie de l'enfant, notamment, et les difficultés familiales. Et surtout la réexposition à des événements traumatiques dont on connaît en effet, dont on connaît on va dire dont on sait en fait le facteur, que c'est rapidement un facteur, on va dire, de l'évolution de la pathologie ou des troubles et des symptômes psychotraumatiques, étant la réexposition à des événements traumatiques dans le développement. Alors, au niveau du centre régional PACA Corse, alors en fait, le CRP est porté par le CHU de Nice pour les adultes et le CHU Lanval, et notamment via le CE2P pour les enfants. Il est associé, il a des partenaires associés qui sont l'APHM, l'hôpital Montfavet d'Avignon, la ville de Nice et l'université Côte d'Azur. Et ce CRP va travailler également avec des structures partenaires qui sont tous les acteurs en fait impliqués dans la prise en charge sanitaire sociale des victimes de psychotraumatismes sur la région PACA Corse. Donc les associations, les collectivités territoriales, voilà, tous les acteurs en fait qui participent de près ou de loin au parcours de prise en charge du psychotrauma. Alors, les priorités du centre régional, alors il faut savoir que le centre régional PACA Corse finit tout juste en fait de se construire avec une équipe dédiée qui est toujours en cours de recrutement sur certaines antennes, mais voilà, qui est relativement récent, on va dire, dans sa mise en œuvre. En tout cas, ces priorités sont une visibilité, une lisibilité des centres d'accueil spécialisés sur les 3 volets, à savoir sur les volets sanitaires, le volet social et juridique. Une cartographie détaillée de l'ensemble des points de consultation spécialisés enfants et adultes,
avec la réalisation d'un état des lieux qui est en cours. La cartographie a été réalisée. L'état des lieux est toujours en cours sur le territoire. C'est aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la construction de processus de repérage précoce, à savoir le projet de développer des équipes peut-être intra- et extra-hospitalières, qui puissent agir comme des sentinelles, hein, de repérage, hein, et d'évaluation pour une meilleure, pour aller vers les personnes, et de ce fait faciliter l'entrée dans le parcours de soins. Développer du télésoutien, de la téléconsultation, de l'orientation vers de tous les processus qui permettraient d'orienter, de promouvoir une orientation accompagnée vers les structures spécialisées, hein, puisqu'on voit bien qu'en fait, c'est dans tous ces processus d'orientation multiples, qui interviennent dans le parcours des victimes de psychotraumatisme qu'il y a le plus de perdus de vue. Et de permettre en fait de promouvoir encore une fois un accompagnement et un suivi personnalisé, qui permettrait une traçabilité et une évaluation régulière du parcours. Et bien évidemment, de mettre en place des actions de formation et de sensibilisation sur le psychotrauma en direction de l'ensemble des professionnels susceptibles de recevoir des victimes. Donc, en conclusion, la mise en place du centre régional de coordination et de formation, positionné à Nice et s'articulant avec l'ensemble des structures spécialisées réparties sur le territoire, puisque dans sa particularité, en effet, le centre régional PACA-Corse a des antennes, on va dire, dans l'ensemble de cette bi-région, alors du moins sur l'ensemble de la région PACA, puisqu'il n'y a pas d'antenne spécifique en Corse. On espère bien pouvoir le développer. En tout cas, ça reflète la réelle volonté d'innover, d'offrir vraiment à chaque citoyen, enfant et adulte, victime d'un événement traumatique, un parcours de prise en charge personnalisé et efficient. Il est vrai que dans ce parcours enfant-adulte, nous travaillons véritablement avec le CE2P pour construire le parcours justement, comme elle a pu l'évoquer, de l'enfant et de ses parents, à savoir de pouvoir coordonner ces parcours entre l'enfant et ses parents, dans quelque chose qui soit efficient. Donc voilà, on espère réellement que ce soit un dispositif qui va dans sa position privilégiée entre l'individu et l'organisation générale sanitaire et administrative, qu'elle puisse se concevoir comme une instance de passage, pour vraiment ouvrir vers la voie de la reconstruction, de la résilience. C'est offrir une place dans un espace de mise en lien signifiant. C'est offrir une reconnaissance indispensable, c'est donner du temps de reconstruction et de réparation nécessaire, c'est donner aussi une place acquittée pour l'individu, et en l'accompagnant jusqu'au bout de sa démarche. Voilà, l'enjeu de ce lieu ne peut être seulement la transformation du sujet, il est aussi la transformation des structures, des différents acteurs médicaux, sociaux, politiques et économiques chargés de la mettre en place. Je vous remercie.